Bonjour à tous, Amar Laquelle. Alors, à partir de ces hypothèses heuristiques, j'ai essayé de réfléchir sur ces hypothèses dans une approche, disons, de l'analyse des dispositifs comme fonction et comment, justement, on pourrait avancer sur cette idée que l'éditorialisation de soi dans les réseaux sociaux sont une continuité du processus de confession et comment, de ce processus de confession, on bascule vers un processus de captation du sujet et comment cette économie se constitue à travers une pratique quotidienne de l'éditorialisation de soi. Donc si on, slide suivant, si on regarde un peu la spécificité de l'histoire de l'Internet, et si on essaie de le distinguer de l'histoire des médias, et en part générale, et plus particulièrement de l'histoire de l'informatisation de la communication, il y a quelque chose qui frappe dans la spécificité même de l'arrivée du web dans la production de sens, c'est l'idée que l'histoire de l'Internet est une sorte de massification de la prise de parole publique. Et je crois que ça, c'est au cœur de la problématisation de l'éditorialisation à l'ère du numérique. Qu'est-ce qu'on entend par cette massification de la prise de la parole publique? C'est l'avènement de l'infâme, l'avènement de celui qui n'est pas fameux, qui ne peut être fameux, qui n'a pas le droit à la parole publique, et qui va pouvoir accéder à cette parole publique. Et je crois que ce qui est spécifique dans l'histoire de l'Internet, c'est bien l'arrivée, l'ouverture massive du droit de la parole publique à travers son aboutissement, que sont les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Donc on voit comment très vite des formes d'éditorialisation, sites web personnels, puis blogs, forums, avis et commentaires, réseaux sociaux, sont en réalité la multiplication d'espaces d'éditorialisation où le récepteur ou celui qui n'a pas le droit à parole est invité de plus en plus à être présent, à s'exprimer, à prendre position. Et très vite, avec cette massification, la prise de position, la matière qui lui permet de prendre position, c'est lui-même, c'est son avis, c'est sa vie même. Donc c'est passé par 5 points majeurs. Le premier point, c'est l'abaissement du coût d'accès à la production de la parole publique. Ça a été largement couvert. Hein. C'est la question de la technologie. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont avant tout la rupture de l'économie de la parole publique par une diminution du coût de production de cette parole. Mais aussi un abaissement, dans le même temps, du coût d'accès à la distribution au plus grand nombre. C'est-à-dire, Internet, c'est à la fois une facilitation de la production du contenu, mais aussi une facilitation de la distribution de ce contenu au plus grand nombre, grâce notamment aux moteurs de recherche, aux réseaux sociaux, etc., etc. C'est aussi, par cette massification de contenu, un phénomène de banalisation du contenu, c'est-à-dire du contenu qui est autorisé à devenir public. À partir du moment où il y a invitation par la masse à produire du contenu, il y a aussi une invitation à une reconnaissance à ce que la vie de la masse, la vie quotidienne de la masse, et non plus un contenu élu, un contenu sélectionné, mais un contenu massif, et donc, qui dit contenu massif, dit contenu quotidien, dit contenu banal, qui est autorisé à être publié et apparaître dans les espaces médiatiques, les espaces publics numérisés. Le quatrième élément, c'est par cette massification, par cette recherche de massification, une réduction du délai entre captation, dans la chaîne de production, entre captation et réception. L'apogée de cette réduction de la chaîne du délai, c'est l'arrivée du smartphone, hein, qui permet, dans l'instantané, dans le vécu instantané, de capter, de produire et de diffuser un contenu quotidien. Hein, le goût de la glace que l'on apprécie, le lever de soleil, ses pieds à la plage, etc., etc. Cinquième élément majeur, c'est qu'on en arrive même à une sorte d'automatisation de la publication numérique. Les nouvelles plateformes mettent en place des dispositifs qui prépublient pour vous ce qui pourrait être intéressant. Par exemple, dans Google+, on voit apparaître une captation automatique des prises de photos sur vos téléphones et on vous propose des albums, on vous propose des contenus, voire même on vous propose des liens liés au contenu de photos que vous avez prises alors que même vous n'avez pas voulu vous-même publier ce contenu. Je ne sais pas si j'étais clair, mais on arrive même dans cette réduction du temps de production à ce que la machine vous propose même des contenus pour que vous puissiez les publier. On vous recommande même des contenus pour publier. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le premier point, c'est que pour moi, Internet et confession sont deux rencontres qui donnent la spécificité de ce mode d'éditorial qui est le web. Tu passes au suivant. Deuxième point. Tu passes au suivant. Ça va passer par quelque chose dont on a, je pense, pas tiré toutes les leçons. C'est que
cette attraction du contenu, cette légitimation d'un contenu banal, d'un contenu sans intérêt, d'un contenu du quotidien, la légitimation va passer par le design, c'est-à-dire la mise à disposition de dispositifs technologiques et médiatiques d'une qualité professionnelle à tout à chacun. On est parti du web personnel, du site web personnel réservé quand même à un informaticien qui s'est hébergé, qui s'est développé un site, etc., qui s'est codé en HTML, à des plateformes dont, là je vous ai donné une illustration de Pinterest, à des plateformes qui mettent en avant une architecture, un style, un accès à du type de contenu extrêmement designé. Vous savez maintenant qu'avec vos smartphones, une fois que vous avez pris votre photo, vous avez accès à toute une série de filtres qui prédisposent et préconstruisent vos images, vos vidéos et qui leur donnent une teneur, un style, un look. Et donc l'intégration de ce style automatisé, une forme, un aspect professionnel à du contenu qui lui est extrêmement banal. Donc quelque part, la rencontre entre forme et fond va permettre de légitimer la production d'une banalité. On a tous sur les walls Facebook des images récurrentes de choses banales, mais qui sont designées et mises en style comme un produit artistique. Le deuxième élément majeur, c'est l'intégration de plus en plus simple de contenus riches comme la photo, la vidéo, le son. Encore une fois, je renvoie vers les toutes dernières applications de smartphone qui permettent vraiment de produire, de faire des montages automatiques extrêmement rapides. On voit comment on essaye d'embarquer dans l'automatisation des processus de production de contenu de qualité. Troisième élément, c'est des systèmes de rubricage automatique, de classification de contenu, de rubricage automatique qui vous permettent de générer des magazines, qui vous permettent de générer des produits. Quatrième élément, aussi, le dispositif va vous mettre à disposition une audience qu'on appelle le reach, c'est-à-dire on va constituer pour vous une audience, et donc vous n'avez pas à vous-même avoir une économie de la distribution de votre message, puisque le dispositif, par la constitution de son réseau et des amis de ses amis, voire du grand public, va vous permettre de distribuer quasiment automatiquement le produit que vous avez construit, ce qui était normalement du métier du marketeur ou du métier du spécialiste média. Donc on voit comment le dispositif va intégrer toute la professionnalisation de la communication pour la rendre accessible à n'importe qui sur un simple clic. Je pense qu'on n'a pas réalisé comment les plateformes qui ont eu du succès sont avant tout des plateformes qui arrivent à imiter la production professionnelle au service du grand public. Je reviendrai sur cette idée d'imitation. Troisième point, une des conséquences majeures, c'est que en offrant des dispositifs professionnels au service de la publication du quotidien, va s'opérer une mutation des régimes de subjectivation. Cette mutation, c'est avant tout... Alors tu passes au point suivant. C'est ça, non, il y est. Oui, d'accord. La publicisation de la vie quotidienne pousse à intégrer les canaux éditoriaux du spectacle par un processus de professionnalisation de l'amateur. Là où on invite l'amateur à produire un contenu banal par des outils professionnels, l'amateur lui-même va être attiré vers la professionnalisation de sa banalité. Je vous donne deux exemples ici. Kim Kardashian et son nom m'échappe, Enessa O'Neil, qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est une jeune fille qui, à partir de 13 ans, s'est mise sur Instagram et qui a eu vraiment un sixième sens pour la professionnalisation et la spectacularisation de sa vie, et qui a fini par avoir 500 000 followers à 14 ans ou à 15 ans. Elle avait 500 000 followers sur Instagram. Elle a une production éditoriale qui est copiée évidemment sur les magazines People, mais elle a une telle qualité professionnelle qu'elle a fini à 18 ans en hôpital psychiatrique, puisqu'elle a évidemment anéanti son sujet par le processus de subjectivation spectaculaire. Et son enfermement en hôpital psychiatrique, elle l'explique, il y a aujourd'hui beaucoup d'articles qui reviennent, beaucoup d'interviews sur elle. Elle était tellement dévorée par la norme de pipolisation de sa vie qu'elle en venait à passer 5-6 heures et à esclavagiser son frère pour pouvoir prendre une photo sur la plage. Donc voilà, c'est un cas extrême, mais en réalité, on voit bien dans nos réseaux sociaux que beaucoup de personnes, nous-mêmes ou nos amis, vont vers une sorte de stratégie éditoriale de sa vie, une démonstration stratégique de sa vie, qui montre que cette force, à travers ces cas extrêmes, Kim Kardashian et Enessa O'Neil travaillent dans le processus de subjectivation. Donc on a 4 éléments majeurs dans ce processus. Le premier élément, c'est une sorte de sociotypie comme horizon de soi.
On doit avoir une vie typique du bonheur, les amis, la fête, les vacances. On voit une sorte de normalisation du contenu autorisé. Là où on appelait le peuple, la masse, à produire un contenu banal et quotidien, eh ben ce peuple et cette masse se professionnalisent pour que ce contenu éditorial au canon du magazine spectaculaire des stars. On a aussi un deuxième élément majeur, c'est une sorte de tyrannie de l'audience, une recherche du like. La personne, le sujet devient une star, devient un chanteur, devient un acteur, c'est-à-dire qu'il est obsédé par son audience, par sa réussite, par sa comparaison. La plupart des plateformes vous renvoient constamment vos parts de marché, vous renvoient constamment vos applaudissements. Et vous-même, on voit ça sur LinkedIn, peut vous classer dans un ranking. Il y a un top 50 sur LinkedIn de professionnels. Il y a un onglet sur LinkedIn qui vous permet de savoir parmi vos amis si vous êtes en tant qu'interaction numéro 3, numéro 15, numéro 25. C'est-à-dire qu'il y a un top 50 de la vie professionnelle. Troisième élément majeur, on voit donc par ces outils, on voit donc une intégration de la compétence du marketing et une intégration de la compétence du journaliste chez les personnes qui mettent en exposition leur vie, qui mettent en exposition leur soi, et donc on a un mimétisme du professionnel, c'est-à-dire de l'acteur, c'est-à-dire du chanteur. Quatrième élément, il y a un élément de dégénérescence du contenu du vécu montré, puisque à la recherche de l'audience, à la recherche du classement, on va rechercher des coups d'éclat, on va essayer de montrer sa vie comme un élément spectaculaire, donc on voit très vite qu'il y a sexualisation de la production de contenu. Plus on s'enfonce vers ces stratégies, plus il y a sexualisation, plus il y a émotionnel, plus il y a phénomène accidentel. Vous savez, les chutes, les accidents, les témoignages de phénomènes paranormaux, etc., etc., etc. Quatrième élément. Slide suivant. Donc nous, en France, on a l'OANA, c'est l'équivalent de Kim Kardashian aux États-Unis. En France, on a l'OANA, et l'OANA qui a été vraiment la première expérience de la spectacularisation du banal, et qui, une fois usée, une fois consommée par le spectacle, a été détruite, rejetée, et qui a vécu donc un après-spectacle qui est une descente en enfer. C'est-à-dire quand une jeune fille à 18 ans est embarquée dans la spectacularisation et qui à 20 ans est jetée et détruite, en général l'impact est très fort, et il faut lire les témoignages de l'OANA des 3-4 dernières années sur cette descente en enfer et sur cette perte d'elle-même où elle se retrouve comme un corps sans sujet, un corps qui a été complètement aliéné et capté par le système spectaculaire expliqué précédemment. Slide suivant. On voit que cette plateforme n'est pas neutre à travers le processus d'interpellation. Comme disait Louis Althusser, le processus d'idéologisation et de subjectivation passe avant tout par les processus d'interpellation. Et si on fait attention à ces plateformes, on voit comment l'économie de l'interpellation est en réalité le moteur de la subjectivation. Le cœur de la dynamique de l'engagement repose sur ces systèmes de notification. Le cœur qui bat quand on arrive sur sa page Facebook et que l'on voit une petite alerte où il y a 3 éléments rouges. Apparemment, 3 personnes ont réagi à votre production, ou 15 personnes, ou vous avez été partagé sur Twitter 12 fois. Et donc vous voyez bien comment vous êtes embarqué à la recherche de cette interpellation qui donne sens au sujet que vous avez fabriqué. C'est ce feedback, c'est cette notification qui va vous permettre de vous embarquer dans le pilotage de votre stratégie. Et vous allez progressivement, tout le monde a vécu cette expérience, vous enfonçant dans les réseaux sociaux, produisant de plus en plus, vous allez adapter évidemment votre stratégie, votre contenu pour maximiser ces feedbacks. À la fin, ces feedbacks deviendront votre propre nourriture. Le wall et les autres activités, la mise en concurrence de la production de soi est aussi un moteur qui va titiller chez vous par jalousie, par concurrence, par mise en compétition, une volonté de faire plus fort, de faire plus souvent, d'être là plus présent. On va vous mettre à disposition toute une série d'assistants qui vont vous dire oui, j'ai regardé dans vos publications, vous pourriez publier ça aussi, vous pourriez intervenir là. Regardez vos amis proches de vous ont produit des choses intéressantes, peut-être qu'il faudrait les liker, les partager, les commenter, ils pensent à vous. Vous remarquerez dans toutes ces plateformes toute une série de sollicitations à continuer à publier. Le 4e élément, c'est la gamification, c'est-à-dire la mise en place de récompenses, la mise en place de statuts. Plus vous travaillerez, plus vous produirez de contenu original et plus on vous offrira des récompenses. Facebook vous annonce que si
Si vous produisez du contenu original issu de la réalité, c'est-à-dire des photos originales, etc., il augmentera votre reach, il augmentera votre audience, etc., etc. Voilà, tout ce processus-là nous montre comment, à la fois, la plateforme, le dispositif, devient un intermédiaire qui vous appelle à la production de vous-même, donc à la confession de votre vie quotidienne, mais pas une confession négative, pas une confession du péché, mais une confession de l'adaptation à la norme idéale du bonheur, telle que le spectacle a mise en place à travers le magazine People. C'est-à-dire que progressivement, on va normer, on va évaluer la production de sa vie au regard de ces normes idéales du bonheur. Slide suivant. Évidemment, cela est au service d'un nouveau marché d'esclaves, un marché des âmes, le marché des sujets. Ces plateformes sont en réalité à la fois des éléments de numérisation de la vie, mais surtout de réification de cette vie pour une vente, pour un marché du sujet. Slide suivant. C'est pour ça que souvent les consultants en numérique, les consultants en marketing nous expliquent que la donnée est en effet la matière première du XXIe siècle, de l'économie du XXIe siècle. Et j'ai voulu pousser la métaphore à travers la notion de Blood Diamond, vous savez, les diamants de sang de l'Angola. Si l'économie, peut-être que ces dispositifs sont une économie minière de la donnée subjective. Si on pousse la métaphore minière, on dirait que le diamant des économies du XXIe siècle, c'est le sujet, et donc dans cette affaire, nous sommes tous devenus des gueules noires. La numérisation du réel comme valeur de la donnée, c'est-à-dire que on va vous demander d'exploiter votre quotidien, d'explorer votre quotidien pour pouvoir générer de la donnée originale, et on pourra évaluer et récompenser l'originalité ou l'unicité de cette donnée comme on pourrait évaluer la qualité d'un diamant ou d'un produit minéral. Le deuxième élément, une fois que vous aurez donné cette donnée, il faut savoir qu'il y a les données que vous avez données d'une façon consentie, c'est-à-dire les événements que vous avez donnés d'une façon consentie, mais immédiatement, le dispositif va extraire de votre donnée toute une série d'autres données qu'on va vous soutirer sans votre avis. La géolocalisation est un élément, le nombre de personnes et quelles sont les personnes qui ont vu et qui ont apprécié vos éléments, ce sont des éléments qui vont être extraits sans votre consentement et qui vont venir enrichir la matière première. Ça veut dire que votre matière première va être non seulement nettoyée, mais enrichie. Je continue sur ma métaphore minière, évidemment. La donnée aussi va vous permettre d'avoir un salaire. Et le salaire de la donnée, le salaire de ce que vous avez donné, c'est l'audience, c'est-à-dire le reach. Or, l'audience est générée par la donnée que vous avez produite. Et le reach, c'est quoi? Vous savez qu'un reach, c'est la part de personnes que vous arrivez à toucher par la production de votre contenu dans les réseaux sociaux. Quelque part, le reach, c'est quoi? C'est le salaire moins la plus-value que va se faire le système sur la production de votre donnée. En effet, et en finale, non seulement on vous donnera comme salaire l'audience, mais on vous donnera comme salaire votre identité. Car tout cela sera rassemblé sur votre feuille de fiche, votre profil, et quelque part, le dispositif vous permet d'avoir une identité sur le numérique. Donc, on va vous offrir de l'audience en échange de votre donnée, on va vous offrir de la cohérence en échange de vos données, c'est-à-dire on va vous faire exister sur le réseau, vous serez sujet sur le réseau à travers votre page de profil. Slide suivant. Et donc, il faut regarder à quoi tout ça sert. Quelle est l'Église? Parce qu'on a fait la métaphore de la confession, mais il ne faut pas oublier la confession. Dans la confession, le dispositif politique, le dispositif de pouvoir qui est derrière le système de la confession, c'est-à-dire l'organisation institutionnelle. Et donc, je continue ma métaphore minière. L'économie de la mine n'est pas l'économie minière. Ce que l'on vit en tant qu'éditorialisation de soi à l'intérieur du dispositif vous fait échapper complètement à ce qui se passe en réalité sur le marché des sujets. Parce que c'est ça qui est intéressant, le marché du data marketing. Tout un processus. Une fois que le pauvre a donné son diamant, ce diamant est embarqué dans un marché dans lequel il va être nettoyé, il va être agrégé, il va être traité pour pouvoir devenir une pièce à haute valeur ajoutée pour des personnes qui vont payer très cher pour cette information. Donc, la richesse est dans l'enrichissement et le traitement de ces microdonnées dans des dispositifs, dans des formes qui ressembleraient, si je continue ma métaphore minière, aux bijoux. Entre le diamant de l'Angola et la bague Hermès, il y a tout un chemin de valorisation et un déplacement d'un marché vers un autre. Comment on fait ça? Par le dispositif de la data science,
c'est-à-dire l'identification de plusieurs grappes éparses à travers un ensemble cohérent, l'attribution de données éparses à une même individu, ça donne beaucoup de valeur à ces données. Si on rassemble toute une série de données éparses et qu'on l'identifie à un même sujet, alors on fait exploser la valeur de la donnée. Le deuxième élément, c'est la comparaison de cette grappe de données à des profils, c'est-à-dire à des normes statistiquement produites, et l'attribution de cette grappe de données à des profils statistiques, c'est-à-dire à la synthétisation de grandes masses de données. Troisième élément majeur pour donner de la valeur à ces données, c'est la contextualisation cartographique. On regarde comment ces données sont reliées entre elles et reliées avec d'autres données. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais on pourra y revenir plus tard. C'est une technologie qui donne beaucoup de valeur en contextualisant par les relations de données la valeur à donner. Quatrième élément, la prédictibilité, c'est-à-dire l'anticipation de la donnée future, c'est-à-dire la production future et l'anticipation de la production future des éléments grâce à des algorithmes de prédictibilité. Donc on voit qu'il y a toute la data science et le data marketing, c'est l'usine d'enrichissement et de mise en forme de ces données pour qu'elles deviennent une valeur dans un marché, celui du marketing. Slide suivant. Il y a un troisième effet, l'effet politique, c'est l'effet de retour. Une fois que ces données sont traitées, une fois qu'elles sont enrichies, une fois que cette normalisation a été mise en place, elle va revenir comme un pouvoir auprès du sujet. C'est-à-dire que, au même titre que le prêtre qui vous demande de faire vos pater et vos, je sais plus quoi, le terme pater et Maria, c'est ça? Les Ave Maria et les pater, il y a tout un dispositif de la recommandation qui va revenir par la profilisation. Donc, un dispositif de normalisation automatique du sujet qui se compare par rapport à un profil. Le sujet se compare par rapport à une norme, se compare par rapport à un profil. Le profil va lui être renvoyé par les dispositifs de recommandation. Et vous verrez que tous ces dispositifs, qu'on parte de Amazon à Facebook en passant par LinkedIn, mettent entre les publications de vos camarades et de vos réseaux des publications de recommandations. Si vous êtes cela, alors vous devriez être cela. Ceux qui sont comme vous saluent. Réflexivité et productivité, vous avez une certaine distance par rapport à une norme statistique. Cette distance, on vous présente l'écart et on vous invite à ressembler de plus en plus à ce profil. Et si ce n'est pas suffisant, on va utiliser le buzz, la masse, l'événement, le grand accident pour vous pousser, vous tester, vous expérimenter par rapport aux événements et aux accidents externes. Et le troisième élément, on va vous recommander au sens marchand du terme, c'est-à-dire qu'on va vendre de la recommandation à des stratégies commerciales et marchandes, et en fonction de votre proximité à une profilisation, on va calculer la statistique, la probabilité que vous puissiez être accroché à cette recommandation. Voilà, grosso modo, si je devais conclure ma partie, processus de subjectivation de soi qui devient l'élément majeur d'une économie où le sujet est un objet qui est fabriqué, reconstruit et revendu dans un second marché dont on oublie très souvent de faire le parallèle par rapport aux questions d'éditorialisation du sujet. Je repasse la parole à Franck pour nous faire une synthèse de tout cela. Oui, donc la question qui est posée à travers ce détour qu'on vient de faire, c'est-à-dire un détour de l'archéologie, en fait, de la question de la confession et de la conversion de cette confession aujourd'hui dans le régime numérique, régime digital, qui est celui de l'infâme, entre guillemets, comme familier, c'est-à-dire, en fait, comme banalité, non pas, en fait, du mal, mais comme banalité d'un bien que je recherche qui me fait mal. C'est-à-dire, en fait, et là on voit la question de la souffrance, renvoie évidemment à une problématique du sujet sans limite, c'est-à-dire, en fait, du sujet dont aujourd'hui témoigne la problématique du care, c'est-à-dire la problématique du soin, de la thérapeutique, en fait, nécessaire comme, évidemment, liée à l'avènement de l'inscription de ce sujet digital. Alors, sur ce postulat, il semble important d'envisager évidemment un retournement de l'énoncé de Ricoeur qui dit moi-même comme un autre, cette fameuse en fait phrase qui est liée à toute une tradition occidentale de la reconnaissance de l'altérité comme différence positive, à une position qui serait en fait moi-même comme les autres. Et le même, évidemment, là, renverrait non pas à la structure d'un soi, dont j'ai essayé de traduire quelques éléments dans l'histoire, disons, du sujet occidental, mais d'un même compris, en fait, dans une perspective critique de la théorie, en fait, des mêmes, c'est-à-dire de la théorie de Dawkins, de la mémétique, c'est-à-dire d'une théorie qui
prend en charge le sujet à partir d'une orientation de la mimétique qui est, mis en œuvre dans une confrontation du sujet avec soi-même dans le mur de Facebook dont je parlais tout à l'heure. Alors qu'est-ce à dire? Ça veut dire d'une certaine façon que l'approche par les mèmes chez Dawkins est dans la théorie des mèmes. Permet de rendre compte d'un processus de formation de la subjectivation et d'une généralisation d'un processus culturel autour de la figure du fan. Devenir fan, c'est-à-dire, pour chaque sujet, s'inscrire dans l'espace d'un témoignage, d'une affirmation de soi, en relation, évidemment, avec une perte de soi dans le mouvement même de son affirmation. Autrement dit, la relation du moi-même ne peut se penser qu'avec la multiplicité des mêmes, alors le moi-même avec un accent circonflexe et la multiplicité des mêmes avec un accent non circonflexe, comme lieu évidemment actuel d'une affirmation sans lien confessionnel. C'est-à-dire que, en fait, la confession que je fais, c'est devenir moi-même dans une perte de soi en devenant fan, c'est-à-dire fanatique. Fanatique, c'est-à-dire que je suis dans l'affirmation d'une appartenance à une communauté que je qualifierais de désœuvrée, une communauté sans œuvre, ou du moins chaque œuvre est une modification dans le sample de la petite différence que je peux apporter moi-même en retravaillant, retriturant entre guillemets les formes d'appartenance, les formes symboliques d'appartenance à cette communauté. Autrement dit, la multitude des mèmes, la multitude des réseaux. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de la multitude des réseaux, mais de montrer au contraire, d'une certaine façon, que la multiplicité des mèmes sur les réseaux rend difficile, évidemment, un processus de subjectivation contrôlé au sens d'un sujet responsable de lui-même, qui pourrait se définir dans les conditions d'une réflexivité. Autrement dit, la mémétique utilise le concept de mème comme élément structurant et fondamental de transmission par imitation pour étudier l'évolution de la culture dans une approche qui nous apparaît bien évidemment darwinienne et étendue. Autrement dit, la condition même d'une lecture d'une sociabilité y est étudiée par un darwinisme, sans Darwin si j'ose dire. On y étudie les comportements des codes et des schémas informationnels appelés mèmes dans leur milieu physico-chimique, socio-culturel. Et d'une certaine façon, on voit bien se dégager ici, dans cette mémétique, une approche qui associe des sciences qui ne sont, disons, en fait, des sciences, de l'intrapersonnel, les neurosciences, la psychologie cognitive, la cognitique, l'ergonomie, qui sont, en fait, mobilisées dans ce travail. Autrement dit, on peut dire que l'évolution de l'appréhension des phénomènes culturels dans l'espace, psychosocial de cette culture centrée sur les mêmes renvoie, disons, à des caractérisations de l'aspect neuronal, mental, symbolique d'une pratique d'un sujet qui se positionne, je dirais, en dehors des sciences humaines et sociales traditionnelles. Autrement dit, le sujet n'est plus centré sur lui-même dans une confession qui serait celle d'un retour à soi, mais au contraire dans une plongée, Alors, d'une plongée peut-être une chute, peut-être une figure de la chute comme archétype évidemment de la dégradation du sujet qui ne s'élève pas, qui ne monte plus d'une certaine façon, qui ne prend plus de relation à une élévation, pour faire court. Autrement dit, pour conclure, on peut dire que ce que nous avons présenté s'inscrit dans un paradigme qu'on pourrait appeler les études digitales. Après, en fait, les cultural studies, d'une certaine façon, la mémétique est aujourd'hui le centre de gravité des cultural studies, dans un aspect non critique, et donc il y aura une série d'auteurs à citer. On peut dire d'une certaine façon que notre posture critique serait assumer une posture où les études digitales formeraient une résistance à la progression de ce paradigme du même, qui aujourd'hui évidemment tend à devenir le paradigme dominant. Pour terminer, on peut dire d'une certaine façon qu'il reste à établir une sorte de casuistique du digital sur les réseaux sociaux comme
dévoilement d'un nouveau rapport à soi, où la mimétique et la récupération de la différence se fait dans la répétition des mêmes, dans la plongée dans la multitude. Autrement dit, pour terminer, nous assistons à une autoconfession de soi comme autofiction, comme pratique d'un semblant faux, non pas d'un faux semblant, qui d'une certaine manière nous amène aux deux personnes dont nous avons vu tout à l'heure, de ces femmes d'une certaine manière qui sont prises dans la canonisation d'un corps qui est pillé littéralement dans sa structure même. Autrement dit, nous rencontrons là d'une manière cardinal, un processus de construction de soi qui se détruit alors même qu'il s'affirme dans un impératif de séduction. Autrement dit, on retrouve Baudrillard dans sa façon de caractériser le séducéré, le tirer hors de soi. On peut dire d'une certaine façon que le nouveau centre du sacré, c'est de rentrer dans la séduction des réseaux sociaux comme en fait production de soi, comme autoconfession de soi, dans un mouvement de déchéance où je vais me coller contre mon mur d'une certaine façon, et l'expression est tout à fait saisissante. Autrement dit, trois points pour terminer. Le sujet se met à l'épreuve de soi dans cette auto-confession qui est finalement une irréputation qui nous fait penser à la figure de l'idiot, une figure de l'idiot renouvelée, non pas l'idiotesse grecque, mais plutôt en fait l'avancée d'une figure du sujet comme idiot du marché, comme personne qui, d'une certaine manière, s'approche de lui-même en creusant l'écart qu'il a avec soi, c'est-à-dire entre l'être, le soi, et le paraître, qui produit de la névrose dans une époque où l'économie du désir devient sans gravité, alors même que la violence monte. Autrement dit, dernière chose, ce sujet sans gravité est un sujet hyper sollicité, qui manque à soi, dans un ratage perpétuel, dans un hors de soi, qui est une panique, dans une destruction de soi qui s'auto-alimente dans la dépendance à la multitude. Autrement dit, l'impératif devient « change ta vie », alors même que paradoxalement, le changement devient impossible, parce que, la mode devient littéralement une façon de rentrer dans l'addiction. Autrement dit, la figure de l'addiction et la figure de la multitude sont les figures d'un recommencement comme commandement par le biais des algorithmes. La norme, comme auto-engendrement de soi à travers les réseaux, devient donc une matrice de l'absorption du sujet par lui-même. Voilà, merci. Nous avons fini. Merci beaucoup à Franck Moret et à Amar Laquelle pour ce paysage très sombre. Beaucoup de réactions sur Twitter, donc je voudrais donner la parole à on mange. Hein. Heureusement, voilà, peut-être que les critiques ou plutôt les sujets qui vous ont écouté se sont subjectivés malgré tout sur Twitter, et je crois que leurs critiques sont assez valables, donc on peut peut-être écouter. Je sais pas, est-ce que Louise, tu as des choses à dire ou... Merci beaucoup en tout cas pour ces deux très belles interventions. C'est vrai que j'ai peut-être beaucoup de points de désaccord, en tout cas de questions, mais en même temps, vos constructions sont assez impressionnantes et assez convaincantes par certains aspects. Bon, j'ai pas eu le temps évidemment de construire moi-même les questions que je vais vous soumettre, donc ça va être un peu en vrac. Bon, je vais commencer par dire que dans les propos de Franck, pour la première partie, je partage totalement, et même j'ai déjà écrit moi-même, il y a d'ailleurs fort longtemps, que, si je reprends ces termes, que le réseau, effectivement, occupe la place du grand autre. Ça, je trouve que c'est tout à fait juste, et je pense que c'est une idée qui mérite d'être creusée. Ça me paraît très important, très intéressant. C'est-à-dire que ça permet de comprendre que
l'effondrement de certaines médiations traditionnelles, évidemment, n'aboutit pas à un effondrement de toute médiation, mais que c'est le réseau lui-même qui devient le grand intercesseur, le grand médiateur, et même peut-être qui occupe la place d'une forme de transcendance, ce qui évidemment est totalement paradoxal et soulève du coup beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si c'est je suis tout à fait d'accord avec cette idée. En même temps, finalement, j'ai mal compris comment tous les deux, ou même simplement toi, Franck, finalement, comment tu exploites cette hypothèse dans tout ce que tu décris ensuite de la présence numérique, des interactions sur les réseaux sociaux, ou même de cette figure de la confession. Donc ça pourrait être une première grande question. Deuxième question, je commence par les plus larges. Finalement, je n'ai pas bien compris comment vous articulez vos deux interventions. Là aussi, je trouve assez séduisante cette idée de confession. Enfin, j'avoue que bien sûr, elle est, pour moi en tout cas, elle est très nouvelle. Enfin, la manière de décrire les interactions dans les réseaux sociaux sous cette forme me semble très nouveau. Du coup, ça m'intéresse. Ce que j'aime bien, c'est l'idée de l'inscrire dans une continuité très longue et dans une succession de régimes, enfin de modèles d'interpellation à la fois de l'autre et du grand autre, justement. Mais alors, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à faire le lien avec la description qu'on a eue en deuxième partie sur finalement la marchandisation des individus via leurs données. Bon, voilà, enfin. Tout le descriptif qui a été fait, bien sûr, est très convaincant, mais je pense, et je terminerai par cette dernière question-remarque, c'est convaincant, mais c'est très partiel. Et je pense que, enfin moi j'ai trouvé que vous insistez beaucoup, donc plutôt dans la deuxième partie, vous insistez beaucoup sur la dimension de spectacularisation ou d'exhibition. Je crois que vous n'avez pas employé le terme d'exhibition, mais c'est un peu ce qu'on entendait, je trouve. Donc, exhibition de soi sur les réseaux. Or, même si bien sûr, il est indéniable que ça existe, et les exemples que vous avez pris vont dans ce sens, je pense que non seulement ça ne dit pas la totalité des modes de présence et des modes d'échange, peut-être même que c'est assez minoritaire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'interactions, peut-être la plus grande partie, se font pas sur le mode de la spectacularisation, se font sur le mode qu'on qualifie souvent aujourd'hui de conversation. Alors, reste sans doute à décrire beaucoup plus finement justement qu'est-ce que c'est que cette conversation ou ces modes de conversation. Mais justement, pour moi, il m'a paru toujours fondamental de comprendre qu'il y a une rupture, ou en tout cas un déplacement par rapport au modèle du spectacle, qui est celui des mass médias. Et je crois que beaucoup d'échanges et donc de modes de présentation de soi, tous ces processus de reconnaissance et donc éventuellement même de confession, se font dans des cercles de proches, même quand ils sont en public, dans des espaces qu'on peut considérer comme publics. Je crois que justement ce qui domine, c'est plutôt le fait qu'on échange dans des cercles de proches. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai du mal à emboîter tout ça, mais ponctuellement, évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit qui sont très séduisantes, très, très stimulantes. Alors, je ne sais pas si vous-même vous voulez réagir à mes réactions, qui sont plus des réactions que des questions pour merci Louise de ces stade. questions. Deux éléments de précision. D'abord, c'est le début d'une réflexion en fait sur l'approche de la subjectivation, si tu veux, dans les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que évidemment, le problème du passage entre la confession et les réseaux sociaux, on est un peu, je dirais, gros grain, quoi. C'est-à-dire, on est la toile émerie, c'est du gros grain.
La thèse qu'on pose, évidemment, là par contre, elle est un peu massive, c'est sûr. C'est de dire évidemment que dans l'herméneutique du sujet, l'intérêt de la confession pour aborder le digital, ce que je disais tout à l'heure, au-delà de la présence religieuse, permet d'envisager les réseaux comme une immense machine qui produit de la confession et de la conversion, retournement à soi d'un genre nouveau. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'idée de la confession comme métanoïa, c'est-à-dire comme conversion, c'est-à-dire comme retournement. Et là, il faudrait travailler cette comment dire, c'est pas une métaphore, cette structure pivotale du sujet sur lui-même. Qu'est-ce qu'il regarde quand il se convertit? Est-ce qu'il regarde en fait en haut, en bas, par terre, au-dessus de la ceinture, au-dessous de la ceinture? Voilà des questions qui sont très importantes. C'est-à-dire des questions du profil, des questions qu'on traduit nous ensuite dans l'idée qui t'est chère, on sait, et qui pour nous est très intéressante, l'idée du profil. L'idée d'un profil de la confession, je dois dire que aujourd'hui on l'a pas suffisamment développé, et là évidemment c'est normal, ta question elle est non seulement une question de droit, mais une question tout à fait judicieuse. Deuxième point d'élément de réponse, si tu veux, sur les pratiques. Il nous semble en fait que notre position, c'est pas une position, disons, alarmiste. Il me semble que c'est une position majoritaire. On essaye d'analyser une position majoritaire de perte de soi sur les réseaux sociaux, liée, alors, de manière empirique, moi je te dirais ça personnellement, à un petit travail que je fais depuis 4 ans avec mes étudiants, où je leur demande où ils en sont par un petit questionnaire avec les réseaux sociaux. Et je vois l'état de délabrement dans lequel ils sont progressivement, avec une sorte d'asymptote. Plus ils ont de réseaux sociaux, moins ils ont d'attention, moins ils ont d'attention, moins ils font attention, moins ils vont d'attention, moins ils ont des notes importantes, moins ils ont des notes importantes, plus ils sont dans la désorientation. Et au-delà même, j'en ai tous les ans qui viennent me voir en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire, je suis addict, entre guillemets, je suis obligé d'y aller plusieurs fois par heure, alors même que c'est sur mon temps scolaire. » Et là, on voit d'une certaine manière la progression, évidemment, de cette pratique majoritaire de perte de soi. Ce qui nous manque évidemment dans le travail qu'on a fait, c'est la positivité, c'est-à-dire les conditions de la félicité. Pour l'instant, évidemment, c'est pas notre sujet, même si évidemment il faudra travailler à la condition des félicités de soi. De se féliciter de soi, ça veut dire évidemment d'être joyeux, et que être joyeux, c'est pas être dans la désorientation, Tu as tout à fait intérêt, et je termine là-dessus avant de donner la parole à Amar, de parler de conversation, parce que la conversation, c'est aussi probablement un des moyens de conversion. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, la relation à la proximité de soi et des autres me semble très important. Et qu'on n'est pas on est dans les conditions de la félicité. Je pense que ça sera des conditions de rapprochement de soi comme rapprochement des autres. Alors que là, évidemment, dans le modèle, si tu veux, le modèle actuel des réseaux sociaux, on est, peut-être un peu loin de cette thématique. Voilà les deux choses que je voulais répondre à tes questions, qui sont parfaitement judicieuses. Et merci. Pour ma part, répondre sur 2 points peut-être. Le premier point sur la question du spectacle. Moi, j'avais entendu le terme comme vraiment la théorie de Debord sur le spectacle, et non pas sur le secteur d'activité qui est le spectacle, c'est-à-dire la spectacularisation par le processus dans lequel la médiatisation est la condition de possibilité du sujet. C'est-à-dire que quand on rentre dans un réseau social et qu'on s'épanouit, qu'on se constitue soi-même, d'abord qu'on pense être très instrumental et rationnel, c'est-à-dire on croit constituer une image de soi en irréputation, mais en réalité on est absorbé par le dispositif que j'ai essayé d'expliquer dans son économie, on est absorbé dans la réalisation de soi par son image numérique, et c'est là qu'il y a le retournement debordien, c'est-à-dire le retournement spectaculaire. Donc quand j'emploie le terme spectacle, c'est pas tant ressembler au spectacle comme secteur économique, mais de retournement spectaculaire, dans le sens où le sujet représenté que l'on pensait instrumentaliser et devient la condition même de son bonheur et de la réalisation de soi, et devient même, au bout d'un moment, l'interpellation de son vécu. Il y a plein d'études qui sont faites sur les dépressions suscitées par le wall de ses amis. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus sur l'effet, les pathologies qui sont générées
par une consommation trop forte des réseaux sociaux, c'est-à-dire une sorte de souffrance entre son vécu et la norme du sujet qui devrait être exposé, et la capacité d'avoir dans son vécu de la matière pour pouvoir tenir à la hauteur dans la concurrence. C'est comme ça que je pensais le spectacle, non pas Alors évidemment, il y a eu une ambiguïté parce que j'ai pris des exemples justement du secteur du spectacle, hein, et Kim Kardashian, etc. Et donc, moi, sur LinkedIn, je parlerai de processus spectaculaires, même dans une production professionnelle comme celle de LinkedIn, hein, quand on rentre dans un secteur d'activité, qu'on suit, qu'on a des amis du milieu, et tout d'un coup, on voit comment le sujet du bon professionnel se constitue et comment moi, je dois progressivement, très vite, produire pour montrer que je suis à la hauteur parce que LinkedIn m'annonce que je suis 293e et que c'est pas possible parce que j'ai des amis qui sont plus bêtes que moi et qui sont 30e ou 12e, quoi. C'est ça le renversement spectaculaire tel que je l'imaginais. Voilà. Je reprends la parole juste 2 secondes parce que là, c'est une réponse directe à ce qui vient d'être dit. Alors, j'avais parfaitement compris, hein, j'ai pas pris le mot spectacularisation au sens d'un domaine particulier d'activité. J'ai bien compris l'allusion à Debord. Donc, c'était juste pour préciser que moi-même, justement, je me situe sur ce même registre. Et justement, je pense que on peut tout à fait développer l'hypothèse inverse que le propre, d'une partie en tout cas, des communications via le réseau, ou plus spécifiquement via ce qu'on appelle les réseaux sociaux numériques, rompent précisément avec ce modèle spectaculaire au sens de Debord. Alors, pour toutes sortes de raisons, là, j'ai pas le temps de développer, mais notamment parce que, disons, cette forme de spectacle suppose à la fois, premièrement, une coupure scénique et deuxièmement, une convergence des regards. Enfin, évidemment, c'est pas uniquement visuel, on l'a bien compris, mais convergence des regards. Alors, je pense que justement, dans ces plateformes de réseaux sociaux, premièrement, il n'y a pas véritablement de coupure scénique. En tout cas, on ne peut pas du tout la décrire en ces termes, puisque même s'il y a des rôles, tout le monde est constamment à la fois acteur, spectateur, participant, etc. Ça tourne. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une égalité totale, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas de coupure scénique. Et d'autre part, il n'y a pas... Bon, ça, c'est le point sur lequel j'insistais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de convergence du regard. Je pense que les dispositifs, en général, ne l'exigent pas. Et j'irais même jusqu'à dire que les exemples que vous avez donnés, c'est-à-dire finalement des exemples de, comme vous l'avez dit, de perte de soi, où le système lui-même part en vrille, où la construction de soi aboutit à une destruction de soi, c'est justement les moments où, alors, bon, pour sans doute diverses raisons, où le système se pervertit et redevient en effet un dispositif spectaculaire avec une convergence des regards. C'est ce qu'on observe aussi, par exemple, dans le cyberharcèlement, qui, bien sûr, est une des modalités rendues possibles par ces réseaux. Mais de là à dire que c'est l'ultime vérité de ces dispositifs, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, je passe le micro et la parole. Oui, j'avais deux remarques beaucoup moins théoriques, mais déjà, ce qui m'interpelle, c'est que vous preniez le paradigme judéo-chrétien. Qu'en est-il si vous aviez pris d'autres références spirituelles? Je ne sais pas, par exemple, pour les Chinois, comment ils appréhendent hein oui, voilà, je ne sais pas. Bon, non, mais la m'interpelle, l'idée, ce côté très de l'autre, etc. Non, il faut rappeler, si tu veux, que la base de la culture, en fait, occidentale, c'est, comment dire, la culture chrétienne, même si, d'une certaine manière, elle a été sécularisée. Oui. J'en tiens pour preuve, si tu veux, la standing ovation, si tu veux, du pape comment dire, à l'Assemblée de l'Europe. C'est le seul moment, en fait, où tout le monde s'est levé, à un moment, en fait, pour ovationner le pape en 2015. Je dis ça simplement parce que, évidemment, c'est les racines et les fondements de notre culture. Mais ça, c'est d'une certaine façon, qui n'ont pas été inscrites d'ailleurs dans le discours européen. Ce qui ne veut pas dire qu'on est catholique pour autant et qu'on est prosélyte, pas du tout. Mais ça veut dire qu'en refoulant ce qu'on est, je veux dire, on va pas aller très loin.
Par contre, évidemment, tu as raison de poser la question de la spiritualité orientale, et en particulier de la progression du bouddhisme et de l'attitude zen qu'on retrouve évidemment, y compris dans les wagons de la SNCF, pour calmer, disons, l'angoisse des voyageurs. Et là, d'une certaine façon, le discours publicitaire a bien, comment dire, capté les régimes de subjectivité, où il s'agit évidemment de calmer les gens qui ont tendance à s'énerver parce qu'ils sont dans des conditions qui sont les conditions de dégradation du service public, si tu veux. Et là, je m'éloigne des transports en commun. Mais dans transport en commun, il y a commun. Et dans commun, il y a qu'est-ce qu'on a en commun. Et là, ce que nous avons en commun, l'hypothèse que nous faisons, c'est pas du tout une vérité ultime, parce que en fait, c'est plutôt essayer de penser à travers le déploiement, disons, et je dis qui commence, le déploiement de notre thèse, le déploiement, disons, de l'absence d'une culture numérique, de l'absence d'une culture digitale, qui vient frapper, si tu veux, aux consciences des jeunes qui, d'une certaine manière, sont en désarroi, pas seulement par la précarité, si tu veux, du travail, etc., et ça c'est le thème d'actualité, mais par une rupture dans la conscience de soi, c'est-à-dire en fait dans la difficulté aujourd'hui à ramener comme valeur fondamentale l'élévation à travers la culture, l'élévation à travers les grandes œuvres, la confrontation à une vision spirituelle et culturelle qui soit pas matérialisée, si tu veux, par par des achats d'impulsion qui nous amènent en fait à ce qu'on appelait tout à l'heure l'addiction. Autrement dit, pour répondre à ta question, on parle d'où nous sommes, c'est-à-dire en fait de la culture qui nous ancre au symbolique. Et je veux pas faire en fait citer par exemple Pierre Legendre sur la révolution herméneutique du XIIIe siècle. Il nous semble que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la révolution herméneutique du XXIe siècle, en relation évidemment à la révolution herméneutique du XIIIe siècle, sur le problème évidemment de la mutation des régimes du sujet. Même si la question d'autres régimes orientaux, par exemple, reste ouverte. Hein. Bien sûr, elle reste très ouverte. Bien sûr. Oui, c'est une question pertinente qui reste très ouverte. Et j'avais une autre question sur l'aspect destruction du sujet. Et en fait, le deuxième intervenant est passé assez vite sur l'aspect professionnalisation, parce que je pense quand même c'est un aspect qui peut être très positif. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse accéder à des outils professionnels permet quand même aussi d'accéder à des créations, disons, de qualité qu'on n'avait pas avant le numérique, et qui n'est pas nécessairement une aliénation par rapport à une image du professionnel. Au contraire, je pense que c'est une manière aussi de se défaire. Par exemple, moi je fais quelques films comme ça, de la photo, etc. Et quand je regarde ce qui se produit, par exemple, à la télévision, le type de documentaire et tout, j'ai absolument pas honte de ce que je produis. Et mon image, c'est pas les professionnels. Donc je pense que, ok, le spectacle et tout, d'ailleurs, c'est quand même une redite, ça fait longtemps que Debord l'a dit, mais je trouve que ne montrer cet aspect négatif n'apporte pas grand-chose, puisque finalement, c'est ce qu'on peut constater. Après, vous le théorisez, mais ce qui serait quand même intéressant, c'est de voir aussi tous les aspects, disons, positifs, et qui permettent aussi de s'approprier une construction de soi. Voilà, je pense que c'est tout un pan qui manque dans l'intervention quand même. C'est ce que j'ai dit, je suis désolé, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, que nous avons interrogé, c'est bien d'ailleurs de redire ce que j'ai dit, hein, c'est parfait, la positivité de soi, c'est ce que j'ai dit, ça manquait à notre exposé, parce que nous sommes intéressés d'abord à la négativité de soi. Et que, évidemment, vous avez totalement raison de dire que les outils, entre guillemets, rapprochent le professionnel de l'amateur, et que c'est pas moi qui vais, avec Liri et d'autres, dire que l'amateur, c'est peut-être le moyen de sauver, le moyen du salut, entre guillemets, du sujet aujourd'hui, dans une création, dans des moyens d'expression. Et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure sur la conversation. Et là, effectivement, il y a une positivité. Il me semble qu'aujourd'hui, le danger croît. C'est-à-dire que l'illusion, la naïveté, l'idiot du marché, c'est qu'il pense en fait qu'aujourd'hui, tout va bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, dans cette phrase qui me semble, vous voyez, une absence de gravité, d'un désir
d'un désir de dire autre chose qu'un tout va bien, qui est une dénégation de la situation même des existences. Aujourd'hui, je ne sais pas où vous êtes, mais aujourd'hui, regardez autour de vous, les conditions de félicité, c'est souvent en fait la dénégation de la situation même d'un tout va bien. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le travail, la priorité, l'ordre absolu des priorités, c'est de montrer la négativité de la destruction des sujets dans leur perspective même de croissance, c'est-à-dire en fait de la jeune génération. Et là, je reprends, prendre soin de la jeune génération, qui est l'ouvrage de Bernard Stiegler. Je voulais juste peut-être rajouter, dans ce que vous avez dit, j'ai pas vu la contradiction avec l'exposé. En effet, on avait souligné que un des phénomènes majeurs de l'économie des réseaux sociaux, c'est la distribution d'outils professionnels aux amateurs qui font que les amateurs finissent par pouvoir jouer dans la cour de la production médiatique pro et qui vient distinguer et qui les amène à un moment à se professionnaliser. Donc je pense qu'on est assez d'accord sur ce point-là, parce que vous avez dit à peu près la même chose. Donc ça, c'était intéressant. Mais pour travailler beaucoup sur les corpus de réseaux sociaux et analyser les corpus de réseaux sociaux, et je répondrai aussi à Louise Merzeau aussi, il y a un vrai travail. On rentre dans une discussion là, et la discussion sera résolue par le traitement de corpus. Mais mes hypothèses, par les études empiriques qui sont pas très catégoriques, c'est clairement le fait qu'on voit toute une série de générations de contenu dans les réseaux sociaux à plus de 2/3 dans les corpus que j'étudie, qui sont de la spectacularisation de soi sur des canons de pipolisation, même par des professeurs d'université, par des cadres supérieurs, etc., parce que des personnages et des rôles, il peut en avoir de toutes sortes. Deuxième élément de corpus, c'est beaucoup d'interpellations sur le sens du soi. Quand vous regardez vos walls de Twitter, de Facebook particulièrement, il y a beaucoup d'interpellations sur donner du sens à soi, le sens qu'on donne à sa vie, la raison d'être de la vie, l'explosion de ce kitsch bouddhiste sur les réseaux sociaux. Sont des indicateurs qui montrent qu'on est vraiment dans un double phénomène que Franck a expliqué, c'est-à-dire de tentative d'instrumentalisation de la construction de soi qui aboutit à une destruction de soi. Et on voit comment la consommation des réseaux sociaux amène à une sorte de pathos sur la perte de repères et la perte de sens. Mais je pense que là, on va devoir faire du terrain, c'est-à-dire d'étudier à un moment sur des corpus de données la place que ça prend et les dynamiques que ça prend. Et ça, c'est vraiment l'ouverture qu'on voudrait faire, c'est s'interroger sur cette discussion qu'il y a eu avec Louise par rapport à nos propos. On a une collègue qui veut nous poser une question. Ah, voilà. Oui, je voulais vous poser une question parce que je trouve que le rattachement de tout ceci à la confession est extrêmement intéressant. Et donc, je remets un peu sur le plateau Pierre Legendre parce que je trouve que vous traitez beaucoup à travers la confession de la destruction de soi, etc. sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ce qui m'intéresse moi dans la confession, c'est la politique des confesseurs, c'est-à-dire que une politique des confesseurs qui légitime en fait un ordre dogmatique et qui annonce quelque part l'émergence d'un nouvel ordre social. Et ce qui me fait penser à ça, c'est notamment ton exposé, Amar, qui est assez économique, puisque tu compares toute cette économie des réseaux sociaux à l'économie minière, etc. Et donc, je voudrais savoir dans quelle mesure vous poussez votre réflexion jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la question de l'ordre social, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'éthique de soi dans le coaching, en montrant que tous les paradoxes de cette éthique de soi, je disais, confortaient finalement une sorte de régime de domination. Alors cette fois-ci analysé au niveau du management, pas analysé au niveau des réseaux sociaux, mais ce sont donc des questions qui m'intéressent beaucoup, et voilà, je vous interpelle un peu là-dessus. Non, mais la question, évidemment, merci de cette question aussi. On a précisé d'emblée de jeu, c'est-à-dire le phénomène de la conversion, on l'a abordé à travers l'économie de la casuistique. C'est-à-dire, en fait, qui est en fait une économie libidinale. Autrement dit, comment la casuistique va condamner l'exercice du désir, pour faire court, à travers la dialectique de l'aveu, de la finitude et de la culpabilité. Là, je te renvoie évidemment à la concession, enfin à la structure du coupable, de l'aveu,
de la faute et donc du pardon, qui sont des dialectiques fondamentales. Alors, par rapport à ça, 2 points. Et là, tu soulignes évidemment un problème, c'est l'ordre dogmatique. Est-ce qu'on a besoin d'une dogmatique? Voilà la question fondamentale. Autrement dit, quel rapport à la loi? Et moi, je pense qu'on a besoin d'un rapport à la loi qui soit pas celui d'une transgression systématique, où en fait, celui qui gagne, c'est celui en fait qui a contourné la loi. Nous sommes aujourd'hui dans cette logique-là. Le winner, c'est le mec qui l'a fait à tout le monde parce que d'une certaine manière, il a réussi à contourner la loi. Fraude fiscale, défiscalisation, etc., etc. Donc, évidemment, si la réfutation de l'ordre dogmatique, peut se comprendre parce qu'il y a un certain moment où cet ordre dogmatique peut être pesant sur le sujet, l'absence d'ordre dogmatique est encore plus pesant. Et donc là, il faut faire la balance entre check and balance, si j'ose dire. Et aujourd'hui, nous sommes dans un désordre adogmatique, si j'ose dire, d'où le fait que d'ailleurs revienne une parole des jésuites qui, à un certain moment, à travers le pape, essaye d'être une éthique, d'avoir un discours éthique et moral. Ceci dit, il est évident que la dimension, et je donne la parole à Amar, la dimension économique est fondamentale. C'est que comment marche notre monde sur l'économicisation du désir. Et là, il nous faut évidemment, Vincent et d'autres savent très bien qu'avec l'IRI et Ars Industrialis, on essaye de créer une autre économie qu'on appelle économie de la contribution, qui serait une économie de la félicité, qui serait évidemment ce qu'appelait autrefois Attali une anti-économie, c'est-à-dire une économie large, etc., que je ne vais pas développer maintenant parce que c'est pas l'objectif, mais c'est dans un premier temps d'assumer le travail critique, d'assumer le travail critique. Pourquoi? Parce que réfléchissons une seconde à cette phrase de Marx. Remplacer la critique des armes par les armes de la critique. Il me semble qu'aujourd'hui, le travail des intellectuels, c'est affûter la critique, les armes de la critique, pour éviter la critique des armes. C'est quoi la critique des armes? C'est ce qui s'est passé à Bruxelles hier ou avant-hier. C'est-à-dire, en fait, des gens qui se tirent dessus. C'est-à-dire une montée irrépressible de la violence. Et voilà, en fait, ce que je dis, en fait, aux idiots du marché, qui me disent encore, comme disait Godard, dans son film magnifique, tout va bien. Je voudrais rajouter un deuxième élément, c'est par rapport à cette notion que j'ai passé très vite dans la 5e partie sur cette idée de la tautologie algorithmique. La grande force de ces réseaux, c'est justement d'apparaître comme adogmatiques, c'est-à-dire qu'en effet, il y a plus d'interpellation par l'extérieur, par un dogme extérieur qui doit être imposé. En réalité, l'interpellation, c'est un bouclage tautologique par l'algorithme. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la 5e partie. C'est-à-dire que on part de votre production, on la subsume à un profil qui a été produit d'une façon très fine avec les big data. C'est-à-dire qu'il y a tellement de profils possibles qu'on est quasiment dans la micro-individualisation du profil. Mais la grande force de cette économie, c'est de vous mettre en écart constant entre votre tentative d'être un sujet et la différence par rapport au sujet absolu qui va vous être présenté et qui est souvent très proche de vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire intervenir un dogmatisme extérieur, on va prendre votre contenu et celui de vos voisins, de vos proches, de vos mêmes, pour faire un profil qui sera toujours en décalage, en insuffisance, vous serez toujours en insuffisance par rapport à ce profil, et c'est là que l'économie du réseau va jouer sa force, parce que c'est dans ce décalage, dans cet écart qu'il y a du business à faire. C'est-à-dire quand on va vous renvoyer dans votre tentative de production de sujets par rapport à un profil absolu qui est issu des autres sujets tentant de devenir sujets, et ben dans cet écart-là, il y a du business. Il y a du business politique, il y a du business économique. Et c'est là que se joue l'économie de la plateforme, c'est qu'elle apparaît comme une plateforme de liberté, alors qu'elle se boucle par un système tautologique dans l'algorithme. Je pourrais détailler plus avant sur ces algorithmes. Elle se boucle d'une façon tautologique en vous mettant en écart et en insuffisance par rapport à votre profil. Oui, je voulais répondre à Franck, si c'est possible. Oui, sur le... Ah ouais, vas-y. Voilà, parce que j'étais un petit peu surpris par cette espèce de nostalgie du sujet que vous avez un petit peu développé en toile de fond. Et
qui m'étonne un petit peu parce que ce qui me semble quand même intéressant dans les processus qu'on est en train d'analyser ici, dans ce contexte de séminaire où on s'intéresse aux formes d'éditorialisation, c'est que tout d'un coup, vous avez complètement, j'ai l'impression, laissé un petit peu de côté la question des productions littéraires, la question des productions collectives, et finalement, la question qui me semble plus intéressante que celle purement du sujet, de celle de la transindividuation. Et c'est curieux que, en fait, y ait ce retour un peu nostalgique au sujet. Alors c'est peut-être parce que la confession, vous l'avez analysée comme un processus de soi, un processus d'écriture de soi, certes. Mais moi, je suis très critique, en tant que catholique d'ailleurs, devant une utilisation aussi subjective de la confession. Je pense que se restreindre à la confession sans tenir compte de tout ce qu'elle implique en amont et en aval, c'est un peu comme, si tu veux, si vous analysiez la lectio en supprimant toutes les étapes, lectio, méditatio, oratio, et toutes ces étapes théologiques qui sont normalement par lesquelles il faut passer avant d'arriver à la confession, si tant est qu'on y arrive, parce que finalement, pour moi, c'est quand même une sorte d'acmé qui est assez difficile à atteindre, si on la vit réellement, si on la pratique réellement. Mais admettons que on la considère comme un objectif atteignable, il me semble qu'il y a énormément d'étapes que vous avez un petit peu sautées, aussi bien dans le plan religieux que dans le plan des réseaux sociaux, parce que si on veut vraiment argumenter pour une herméneutique du numérique, ou pour des digital studies, pour le dire avec les mots de Liri, il me semble qu'il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'il y a autour de ces réseaux sociaux, qu'est-ce qui prépare à ce type de publication, à ce type d'éditorialisation, et quels sont les outils qu'il faudrait développer pour accompagner mieux ces formes éditoriales. Je pense que c'est là que ça serait intéressant. Et c'est là que je trouve que la pharmacologie que tu as revendiquée, Franck, et que nous partageons bien sûr dans Ars Industrialis, je trouve que ta pharmacologie a un petit peu tourné au côté obscur de la force et que il faudrait reprendre une thérapeutique beaucoup plus positive et pour ça, imaginer et proposer des organologies complémentaires et qui devraient finalement rehausser quelque part le niveau des productions littéraires qu'on étudie là aujourd'hui dans ce séminaire. Voilà. Bon, c'est un peu critique ce que je dis, mais disons voilà, c'était un petit peu mon sentiment. Comme Louise, je réagis un petit peu à chaud, mais il faudrait l'argumenter. Oui, non mais je te remercie, Vincent, de cette critique qui est judicieuse. D'abord, en fait, notre angle, si tu veux, c'est de revenir à une question. C'est la priorité, si tu veux. C'est pas de sauver le sujet. Il n'y a aucune nostalgie dans notre position. L'idée, c'est de dire d'où partons-nous, en fait, d'un héritage dont un des moments, enfin il y en a plusieurs, mais dont un des moments essentiels, c'est l'augustinisme. D'ailleurs, Saint Augustin, l'existentialisme d'Augustin. J'ai pas le temps de développer, si tu veux, mais évidemment, on est caricaturaux. C'est-à-dire qu'entre Augustin, entre Kant, entre Descartes, etc., entre la structure en fait occidentale du sujet, qui d'une certaine manière doit être déconstruite aussi par la philosophie de la différence, etc. Enfin, tout ça, évidemment, on n'en parle pas. Il ne s'agit pas pour nous de réintroduire la notion d'un sujet, disons, responsable, libre, qui serait grosso modo le sujet classique, le citoyen avec la volonté de participer, etc., etc. À un moment même, en fait, où, évidemment, se pose la question, tu as tout à fait raison, de la transindividuation. Et il me semble que le premier acte, pour nous, en tous les cas, dans le travail qu'on va se donner maintenant, c'était, premier acte, de penser un sujet, qui a besoin du care, qui est un sujet au sens d'un sujet malade dans le côté freudien du malaise dans la civilisation. C'est plus le malaise dans la civilisation, il nous semble que là, on est en train de caractériser un malaise profond du sujet, dans son mode de subjectivation, à travers sa relation aux réseaux sociaux. Évidemment, on a dit que c'était qu'une possibilité, c'est-à-dire en fait ce que tu as appelé la force obscure.
Mais en fait, au tout début, quand j'ai dit d'une certaine façon, mais certes très rapidement, que la relation avec le profil, c'était le profil de la conception arrive en amont du profilage et autorise une approche complexe de l'identité numérique, évidemment, dans les conditions souvent de l'insu d'un sujet à lui-même, c'est ça dont on a essayé de parler, et seulement de ça. Par contre, évidemment, dans un deuxième temps, la transindividuation, l'individuation psychique et collective, l'intelligence collective, pour faire court, qui nous amènerait à des conditions de félicité, évidemment, c'est notre ligne d'horizon, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, peut-être l'année prochaine ou prochainement, on pourra vous faire quelque chose sur la positivité du sujet. Aujourd'hui, c'était plutôt évidemment la face, disons, de l'oubli de soi. L'idée aussi intéressante, par exemple, de l'oubli de soi sur le problème des traces et l'oubli, la notion d'oubli sur Internet. Enfin, j'ai pas le temps de développer, mais voilà un thème très très important sur l'effacement de ces traces. La façon dont le sujet peut se caractériser. Alors, deuxième point important, donc il ne s'agit pas de sauver un sujet transcendantal, un sujet kantien, un sujet même augustinien, etc., mais montrer qu'il y a des flux qui traversent le sensible et qui sont en fait très importants dans les réseaux sociaux et qui sont au cœur même de l'existence. Deuxième point important, sur le problème de l'organologie. Évidemment, c'est que quand on va travailler les conditions de félicité du sujet, ça va pas arriver comme ça. Ça va arriver évidemment par des réseaux sociaux qui proposent autre chose que les GAFA. C'est-à-dire que, et là, le programme de l'IRI, tu sais bien, bon, le programme de l'IRI est vertueux de ce côté-là et doit être, poussé dans sa dynamique par des institutions politiques qui n'ont pas compris les enjeux. Tu sais bien la galère dans laquelle, l'industrialisation des conditions de félicité, de relation du sujet à autrui pose problème. Voilà. Oui, non, c'est pour ça que oui, nous n'avons pas été assez catholiques, si tu veux, mais nous sommes nous sommes peut-être trop catholiques pour pas être assez catholiques. Non, mais il y a catholique et catholique aussi, si tu veux. Bon, je m'excuse de taper un peu sur les jésuites, mais je trouve que non, mais voilà, si tu veux, tu mets en avant la casuistique, je pense, au-delà de ce qu'un jésuite ferait aujourd'hui. Et en plus, je pense qu'il vaut bien mieux relire Saint-Augustin que s'intéresser à la casuistique, parce que Saint-Augustin, c'est très intéressant, parce que ça n'est pas un exercice, quand on lit les confessions, ça n'est pas du tout l'aspect psychologique qui est intéressant. C'est même négligeable, c'est même quelquefois un peu pitoyable. Mais reconnais avec moi que c'est un formidable exercice de pensée, d'herméneutique, et des grandes découvertes sur le temps sont nées dans cette posture de la confession. Donc, regarde le côté positif des choses, et regarde à quel point quelqu'un comme Saint Augustin, par l'organologie de la confession, nous amène bien au-delà et à des choses bien plus intéressantes. Donc c'est ça qui me semble important, et c'est pour ça que j'ai parlé dans mon tweet de littératie aussi. Je pense que c'est ça. C'est la vraie herméneutique numérique. C'est là qu'il faut la travailler. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, effectivement, là-dessus, sur la lecture de Saint-Augustin, on n'a pas assez développé. Moi, je te ferai une confession. C'est comment la casuistique, et au sens basique du terme, au sens de l'énoncé, je te fais une confession, pas augustinienne. Comment nous est arrivé, l'idée de la casuistique. En fait, c'est plutôt en lisant Pascal. Et en fait, Pascal n'est pas un jésuite. Et donc là, c'est une façon de répondre à ta question. Mais là, ça nous emmènerait sur un débat théologique. C'est pas la question. Je voudrais rajouter. Attends. Deuxième point. Non, moi c'est premier point. Enfin voilà. Donc oui, t'as raison. Mais en même temps, tu vois, voilà, ma confession, c'était de dire Pascal. C'est-à-dire que casuistique, c'est pour nous. Enfin moi, je suis plutôt, tu sais bien, je suis plutôt janséniste que jésuite. Oui, mais tu trouverais chez Pascal les mêmes arguments théologiques que je t'ai donnés chez Saint-Augustin, tu les trouverais chez Pascal, parce que la grâce
tu n'en as pas parlé à ce moment-là. Oui, bien si sûr. tu veux, il faut. On n'en a pas parlé encore. Voilà, Là, pour l'instant, on n'en parle pas parce que si on commence à parler de la Grèce, tu vois, il n'y a plus personne. Mais là, on est parti dans un débat théologique. Mais... Non, c'est la Grèce, tu vois. Mais c'est la Grèce, pour l'instant, c'est c'est fat domino, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis rappelez quand même que l'angle on est dans une culture de la pizza, là. l'angle du papier aussi, c'était remettre en place un dispositif critique, et le dispositif critique part de corpus et des conditions et de la mise à jour des conditions de production de ces corpus. Et c'est vrai que dans une approche empirique des réseaux et puis une connaissance avancée de la pratique de ces réseaux, il nous est apparu que si on avait, chose qu'on n'a pas encore faite d'une façon scientifique, hein, on a insisté dès le début là-dessus, il nous est apparu que si on avait une posture critique, pas au sens critique négatif, mais ça, je pense que dans l'Assemblée, tout le monde comprend quand je dis posture critique, c'est-à-dire de mise à jour des conditions de production à un moment des éléments, des données, du contenu de la production éditoriale. Eh ben, on va à ce moment-là voir, évaluer justement si on est dans des processus, comme on l'a dit, de spectacularisation, voire de dénégation de soi, voire des processus tautologiques algorithmique, ou est-ce qu'on est dans des processus de création? Moi, je vous dirais franchement, si Facebook écrase Twitter, écrase LinkedIn, etc., parce que c'est un appareil justement de spectacularisation du soi et qui supporte largement notre thèse. Mais c'est vrai que le débat qu'on ouvre aujourd'hui va nécessiter plus d'une étude, et pas uniquement par nous, mais plus d'une étude sur des analyses empiriques et voire même statistiques des productions éditoriales sur les réseaux sociaux. Je pense que moi, a priori, je pars sur l'hypothèse que elle serait validée, notre thèse serait validée par une étude empirique. Maintenant, il faut la faire. Je crois qu'il y a une question à Montréal. Montréal. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que le micro est un peu loin. Très bien. Ça va? Super bien. Je vais poser une question au nom de Marcello. Donc, on a discuté un peu avec lui pendant votre communication. Merci beaucoup d'ailleurs, c'était très intéressant. Puis ça présente un point de vue qu'on n'a pas toujours ici, donc c'était vraiment intéressant. Alors, la question qu'on se posait un peu avec Marcello, c'était plutôt une remarque au tout début de votre intervention. Vous avez parlé du fait que l'Église refusait la confession via la machine. Et pourtant, une petite remarque, c'est que quand le nouveau pape a fait une bénédiction Urbi et Orbi au tout début de son nouveau mandat, je ne sais pas comment on appelle ça, on est beaucoup moins calé que vous ici à Montréal sur les questions du catholicisme. En fait, cette bénédiction-là a été apparemment complètement acceptée et surtout elle avait été déclarée valable par ceux qui la regardaient aussi à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc en fait, notre question, c'est juste comment expliquer un peu ce qui semble paradoxal là à première vue. Merci de la question, parce que une bénédiction n'est pas une confession. En fait, deux choses qu'il faut rappeler. 2002, c'est le Vatican qui souligne que effectivement la présence virtuelle n'est pas la présence réelle. Donc la confession en ligne n'a pas de valeur sacramentelle. Et là, il faudrait revenir sur qu'est-ce que c'est que la valeur sacramentelle. En 2005, la conférence épiscopale au Pérou déclare invalides les confessions cybernétiques, je l'ai dit. Il faudrait ajouter en fait que la conférence des évêques en France publie une déclaration en 2010 confirmant l'invalidité de la confession par Internet. 2010, conférence des évêques en France. En 2008, le patriarche copte d'Égypte doit intervenir pour interdire la pratique de plus en plus courante parmi ses fidèles, qui est celle de la confession en ligne. Et donc là, on voit bien chez les Coptes que la situation, voilà. Et donc, dernier point, le 10 février dernier, la conférence des évêques sud-coréens a alerté à son tour l'ensemble des fidèles des dérives, évidemment, qui consistent à prendre le virtuel pour la présence réelle. Et la présence réelle, évidemment, du Christ ne peut se faire, évidemment, que dans le silence et la méditation. C'est-à-dire, elle peut pas se faire dans le vacarme du bazar, si j'ose dire. Et donc là, évidemment, on voit le point de vue de l'Église. Je dis ça pourquoi? Parce que ça, c'est le premier élément de réponse à votre question qui est parfaitement judicieuse. Deuxième élément de réponse à la question, c'est l'idée de la typologie que nous n'avons pas faite, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire une typologie de la présence en fait, de la manifestation de la confession et sur Internet. On a commencé à le faire, il y a des sites sur la confession, on aurait pu vous les montrer, ça nous semblait en fait totalement secondaire par rapport à notre propos, qui est l'affirmation d'une thèse qu'on juge forte et nécessaire,
évidemment critiquable, évidemment perfectible, et qui comment dire, a un caractère, comment dire, non étayé par l'empiricité dont parlait Amar. Mais évidemment, on peut la prochaine fois vous faire une typologie des manifestations de la confession en ligne. On va avoir des confessions sexuelles, des confessions de gens qui se lâchent, entre guillemets, c'est-à-dire en fait qui peuvent dire sous le régime de l'anonymat ce qu'ils peuvent pas dire, c'est-à-dire leur souffrance au travail en particulier. C'est une deuxième formule. Nous avons relevé au moins 6 ou 7 manifestations, disons, postmodernes ou post-catholiques, j'allais dire, de la confession sur les réseaux, comment dire, sociaux, qui font que, en fait, on peut comprendre à partir de là, et effectivement, c'était pas présenté dans notre exposé, la position ou les positions que je viens de rappeler de l'Église. Donc voilà, c'est une question. Merci de nous l'avoir posée parce qu'elle permet de clarifier la relation, évidemment, entre, comment dire, présence et absence. Il y avait une autre question à Paris. Je trouve que ce qui manque et ce qui fait que je suis assez peu convaincu par l'abord de la question en tant que confession d'un sujet parlant, je rejoins beaucoup Vincent là-dessus, c'est qu'il me semble qu'il faudrait aborder les actes de langage et les actes de présence en tant qu'auteur sur les réseaux sociaux avec une généalogie ou une historicisation du parcours du sujet. Vous pouvez continuer à jouer avec le vocabulaire religieux, mais dans les actes religieux, avant l'acte de confession, il y a la profession de foi, et il y a un certain nombre d'autres actes qui donnent lieu à des productions linguistiques du type performatif régulièrement, et une codification, qui peuvent servir un peu de base de réflexion pour savoir ce qui nous arrive avec nos outils d'éditorialisation moderne numérique. Alors, il me semble que dans ce cas-là, il faudrait continuer aussi, à partir de votre petit historique des modes de confession, à voir aussi les historiques des modes de l'aveu. Tout le domaine du juridique et également de son investissement dans le monde politique, à la fois de l'adhésion à un mouvement et ensuite de l'autocritique, qui a été abondamment un type de discours très formalisé qu'on a connu au XXe siècle, on va retrouver ce même genre de procédé. Mais l'intégration de vos étudiants, des pratiques dans les réseaux sociaux, on a une courbe avec des actes de langage extrêmement différents sur les réseaux sociaux. Et en général, les premiers actes qu'on nous demande avant de participer à un groupe sur un réseau social, c'est plutôt des actes d'adhésion et des professions de foi, hein, avant d'en être à de la confession ou du journal extime, comme on a pu analyser un moment les blogs, et que du coup, la typologie, elle doit aller au-delà des typologies de confession. Merci de cette question. D'ailleurs, en fait, évidemment, c'est intéressant. Je vous rappellerai quand même que la profession de foi, c'est une variante de la confession de foi. C'est-à-dire, si je rentre un peu dans le détail, je vous ferai remarquer qu'on joue pas avec, comment dire, le terme jouer, ou alors je m'en féliciterais d'être un joyeux drille, de jouer en fait avec les mots, parce qu'au-delà de ce qu'on vous a proposé, en fait, il s'agit pas de jouer, il s'agit d'être quand même vraiment sérieux. Et au-delà, disons, de la position de principe, on peut vous suivre sur les actes de langage, sur l'analyse langagière, elle est tout à fait intéressante, et d'une certaine manière, c'est ce qu'on vous a dit quand on a traité des corpus. Donc évidemment, bien sûr. Ceci dit, la performativité ou la dimension pragmatique des actes de langage, il faudrait peut-être que la linguistique en prenne, comment dire, écho des conditions technologiques de la formation des actes de langage. Donc, c'est-à-dire que les énoncés, ils sont produits par des médiations technologiques. Et donc là, effectivement, on a un travail à faire. Et donc, j'avais proposé autrefois, enfin, je ne vais pas me redire, mais d'essayer de penser un régime du performatif en relation avec, comment dire, la technologie. Donc là, il me semble que là, il y aura aussi, disons, un écueil à penser, la performativité au-delà de Searle et compagnie, c'est-à-dire en fait d'une linguistique qui s'intéresserait évidemment qu'au sujet de l'énoncé. Voilà ce que je peux dire. Deuxième point, là où vous avez raison, c'est l'histoire de l'aveu. Évidemment, il y a même des historiens catholiques qui l'ont fait.
J'en ai pas parlé, mais en fait, c'est pas notre sujet. On peut pas traiter de tout. Nous, l'idée, c'est de dire que, à travers l'idée du prisme de la confession, qui est aussi la profession de foi, d'ailleurs, parce que c'est d'ailleurs que chez la profession de foi, elle est chez les, chez les religieux, pas chez les laïcs. Enfin, je rentre pas trop dans les détails parce que ça va devenir compliqué. Mais ça veut dire que l'idée de cette relation au langage est insuffisante aujourd'hui pour rendre compte des réseaux sociaux, parce qu'il y va des régimes d'existence, et il nous semble, alors c'est notre position, que l'extime, l'intime, etc., bon, en fait, là, on est vraiment sur le jeu de mots, quoi. Jeu de mots, d'ailleurs, où j'ai été un peu étonné, d'ailleurs, cette semaine, en découvrant sur des réseaux sociaux le terme exstitution, qui est en fait le contraire d'institution. Voilà. Donc, il me semble que, permettez-moi de le penser, enfin, disons, c'est ma position, qu'on était au-delà, disons, du joyeuserie, du joke dans ce qu'on vous a proposé, même si, d'une certaine façon, ce qu'on vous a dit était, en fait, encore largement lacunaire. Non, mais je pense que c'était très bien de poser la question de la confession, parce que ça aide à réfléchir, et c'était vraiment très, très, très intéressant. Moi, je trouvais ça très, très stimulant. Mais, encore une fois, je pense que une vraie confession, en fait, ce dont on parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas vraiment une vraie confession au sens, même dans toutes les traditions que tu as balayées, antiques ou chrétiennes, une vraie confession suppose aussi un rapport au corps. Ça pourrait faire une autre séance de notre séminaire. C'est la question de la corporéité. Je crois qu'on en avait déjà peut-être parlé d'ailleurs, parce qu'une vraie confession, et c'est pour ça que l'Église catholique, pour l'instant, résiste à l'idée de faire des conventions, d'autoriser des confessions numériques, c'est parce qu'il y a cette confrontation au corps. Le passage devant quelqu'un est absolument indispensable dans le processus, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne fais pas juste une extime, et le mot est tout à fait juste quand on l'a employé sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas juste une extime devant rien, je me confronte à quelqu'un qui corporellement est devant moi. Donc, est-ce qu'on est dans cette situation-là sur les réseaux sociaux ? Je ne crois pas. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que le terme de confession est tout à fait adapté aux situations d'extime. Moi, je retiens tout à fait ce mot auquel on assiste sur les réseaux sociaux. Oui, enfin, nous, là-dessus, on n'est pas d'accord, parce que nous, on pense au contraire que le mot extime, si tu veux, c'est une construction sémantique avec un préfixe, et qu'en fait, l'idée, c'est de réviser l'estimation de soi, le régime d'estimation de soi, par évidemment la relation à la culpabilité et à la finitude, c'est-à-dire en fait à l'aveu et à la faute, qui sont en fait des actes fondamentaux de la condition humaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que on va pas être dans une deux fois ce soir, on nous adresse en fait, une réfutation à travers la Veritas. Nous, on n'est pas le bureau Veritas des études, pas du tout. On dit que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un régime, il y a un changement de régime dans, en fait, la confession, dans la confession. Et c'est ça qui nous intéresse. Et qu'on va déterrer au sens de la démarche anthropologique et archéologique, on va déterrer des couches de la formation du sujet occidental, et en fait, on l'a fait vraiment à gros traits, parce que là, vraiment, on avait 1 heure pour parler, on y a été vraiment à gros traits. Mais il nous semble, si tu veux, que là, il y a une filiation qui nous intéresse au plus haut point, qui répond à la question ce que nous sommes en train de devenir. Et c'est là où je te rejoins sur la question de la transindividuation, c'est que pour nous, il n'y a pas une vérité, enfin en tous les cas pour moi, une vérité de la confession qui serait la confession, des pères de l'Église. D'ailleurs, en fait, il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux, première chose, et qui après est thématisée par la dogmatique catholique. Mais l'idée, c'est de dire que cette confession qui aujourd'hui, en fait, est quasiment confisquée, parce qu'il y a assez peu d'espace de confession. L'idée, je parlais tout à l'heure dans la réponse antérieure à la question précédente, dans la réponse à la question précédente, sur la typologie des manifestations de la confession sur les réseaux sociaux.
une des conclusions, mais c'est un peu tôt pour le dire, mais disons une des intuitions qu'on peut avoir, c'est de dire que la confession, paradoxalement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est un défouloir. C'est un défouloir, c'est-à-dire que c'est là où on peut dire dans l'anonymat ce qu'on peut pas dire ailleurs. Ce qui est effectivement, d'un point de vue religieux, enfin, si tu veux, c'est pas une confession. Tu vois, mais c'est un nouveau régime de la confession qui est au-delà de la foi chrétienne, si tu te places dans cette perspective-là. Tu vois, donc voilà les éléments de réponse. Après, l'idée de l'extime, bon, moi je pense que c'est une construction verbale. Bon, voilà, et cette construction verbale, elle est intéressante, comme d'une certaine façon l'exstitution. Tu vois, moi quand je te dis franchement, quand j'ai vu ça par des gens d'une certaine, enfin je vais pas rentrer dans les détails, quand j'ai vu l'énoncé écrit l'exstitution par des gens qui sont évidemment libérales et libertaires, donc sur le web il y en a pas un d'ailleurs, il faut revenir évidemment, sans être dogmatique, à la question évidemment de l'horizon de la loi, de l'horizon du non-fétichisme d'une transgression, d'une non-festivité qui soit celle de la consommation du sujet, qui en fait s'explose, qui s'éclate, etc., et qui sont en fait des métaphores triviales, si tu veux, de ce que comment dire manifestait tout à l'heure en fait dans son deuxième partie d'exposé Amar. Je voudrais préciser deux choses aussi. C'est peut-être qu'on va devoir mieux expliquer le cœur du paradigme qui était la mutation du régime de la confession et de la subjectivation par ce processus de confession. Je pense qu'on va devoir retravailler notre copie. Et j'ai été intéressé par la résonance que notre. C'est vrai qu'on a forcé un peu le trait sur un aspect qui me paraît quantitativement prégnant, hein, sur la disparition du sujet dans sa tentative de course après des algorithmes tautologiques. Mais c'est vrai que plusieurs commentaires sur Twitter et dans la salle nous ont rappelé quand même tout le travail qu'on doit faire aussi sur la positivité de ces nouveaux processus, notamment dans la transmédiation, notamment dans les productions collectives où le sujet n'est plus astreint à l'individu. Parce que moi, je parlerai pas de disparition de sujet, mais on peut réinterroger la place de l'individu ou du sujet psychologique, mais un sujet comme auteur, il existe même dans des productions transmédiatiques et produites fragmentairement par plusieurs auteurs. Mais moi, je retiendrai dans les questions qui ont été posées, que ce soit sur Twitter ou dans la salle, aussi ouvrir le champ. On a été en effet un peu vite, mais parce que je pensais on pensait que quantitativement c'était quand même la partie la plus intéressante. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans ce processus de confession quelle créativité, quelle nouvelle position de force. Une intervenante dans Twitter a souligné une idée très intéressante, hein, comme outil de libération. En effet, j'ai pris Kim Kardashian et Loana qui à un moment vont pouvoir réhabiter la spectacularisation du corps féminin et l'utiliser comme un levier politique à travers leur rondeur, à travers leur forme, etc. Ça peut être des sujets qui sont en effet très intéressants. Je retiens ça. Alors c'est moi justement, Kim et Loana. Je peux rebondir. J'ai écouté votre vision de la confession qui est belle, noble, qui fait rêver. Donc c'est la confession comme le moment de réactivation du moi où le sujet est pleinement émancipé s'il joue le jeu. Et j'ai pensé à ce que je connaissais de la confession. Malheureusement, je ne suis pas passée par les jésuites, mais par les Saint-Charles. Et chez les Saint-Charles, on n'a pas le choix. Avant de faire sa profession de foi, on doit se confesser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, toutes les jeunes filles de l'école non mixte en blues fait un travail de créativité. Qu'est-ce qu'on pense que le curé en face de soi peut entendre dans cette position qu'on nous impose, qui est celle d'être à genoux? Déjà, donc c'est pas du tout anodin hein, quand on a 12 ans et demi. Donc on fait un petit truc rigolo, on peut inventer complètement. Et ça m'a fait penser à ce que je fais sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, moi aussi, je m'invente, je me réinvente, je mens comme une arracheuse de dents. Et donc cette métaphore de la confession qu'on a tous trouvée fabuleuse et stimulante, elle appelle effectivement peut-être une désidéalisation de la confession comme espace de créativité, de mensonge, de mise en scène de soi. Et c'est pas évident parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir entrer dans les secrets de la confession pour enquêter. Et donc, en revanche, vous allez pouvoir entrer dans les modalités d'expression de vous, de nous, qui ne sommes pas tous des crétins, qui sommes de plus en plus formés à l'utilisation des médias sociaux. Et je pense que tous, on a vu l'évolution. On a eu des étudiants qui mettaient n'importe quoi sur Facebook il y a 5 ans. Et aujourd'hui, moi, je fais plus l'exercice d'aller voir les bêtises que mettent mes étudiants sur Facebook. Ils contrôlent beaucoup plus leur image.
et ils ont une utilisation beaucoup plus créative de ces médias sociaux. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse biographique, mais avec infiniment de respect, parce que cette métaphore me paraît très stimulante. Vous soulevez la thèse de la formation, de la maîtrise, de la rationalité, de l'instrumentalisation. Et justement, une des thèses qu'on voudrait avancer, c'est que cette thèse est mythique. C'est-à-dire que quand on pousse la notion deborddienne de la spectacularisation, on voit à quel point cette thèse de la distanciation du jeu avec le média est une thèse qui tient pas. Justement, une des personnes a montré, nous a souligné qu'il faudrait avoir des approches dynamiques de l'exposition, et plusieurs papiers, notamment américains, sur l'addiction aux réseaux sociaux montrent justement cette dynamique d'enfoncement où on démarre avec un sentiment d'instrumentalisation, de maîtrise, de planification stratégique, etc., voire de jeu, et progressivement l'effectuation par la confession numérique du sujet, son émergence et la tension que le réseau met en place vous capte et vous embarque jusqu'à des processus d'addiction. Une des littératures qu'il faut étudier, c'est toujours la littérature sur des cas excessifs, les cas de l'addiction, et il y a beaucoup de littérature américaine sur les cas d'addiction sur les réseaux sociaux qu'on pourrait, alors c'est des cas extrêmes, mais qu'on pourrait extrapoler sur des cas moins douloureux, moins visibles, plus global. Mais c'est vrai que ça serait une étude qui serait intéressante. S'il y a de la bibliographie là-dedans, moi ça m'intéresse beaucoup. Un élément de réponse aussi, et permettez-moi aussi une confession personnelle. Quand j'étais très jeune, j'étais dans la même situation que vous, c'est-à-dire ma première confession, c'est qu'est-ce que je vais lui dire à l'autre? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et en fait, on commence par se répéter, alors les 10 commandements. Eh bien, qu'est-ce qui est acceptable t'as 10 ans? Bah évidemment, j'avais piqué un peu de sous à mes parents, je l'ai pas dit. Bon, j'ai pas volé. Bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais piqué 20 centimes pour acheter des 40 bars, quoi. Et donc l'idée après, c'était de dire, il faut quand même que je dise quelque chose. La gourmandise, évidemment. Cormerette est gourmand. Donc j'accepte la gourmandise, je lui ai sorti la gourmandise, il m'a dit OK. Tu m'en feras 3, etc. Mais ce qui est intéressant là-dedans, vous avez raison qu'il y a une fabulation. Mais c'est une butée en même temps dans un discours qui est un mensonge, je dirais presque c'est un mentir vrai parce que c'est une butée par rapport à la loi. C'est-à-dire que l'enfant que j'étais à l'époque se confronte à la loi et au commandement, aux 10 commandements. Et d'une certaine manière, j'aime mieux vous dire que c'est très formateur parce que ça évite de cette butée, ça évite en fait, une situation, disons, de généralisation du hors-la-loi. Donc évidemment, il fallait peut-être se mettre à genoux, mais peut-être qu'il faut d'abord se mettre à genoux pour pouvoir se redresser, parce qu'aujourd'hui, quand on est debout, en fait, finalement, on se couche parce que on n'a pas forcément mal au dos, mais on a mal à la tête, on a mal partout. Merci, on va terminer là. Je crois que c'est le 14 avril prochain, donc la prochaine séance sera sur le profil comme architecture du savoir, donc une matrice pour la traversée des espaces numériques. Donc un sujet un peu plus païen, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et au revoir. Salut.